Bonjour Arnaud. Bonjour Stanislas. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, je te propose de discuter de la Live Migration dans Windows Server 2012 R2 et comment ça a évolué en matière de performance notamment. D'accord. Petit rappel, la Live Migration consiste à déplacer une machine virtuelle en cours d'exécution d'un hyperviseur numéro 1 vers un hyperviseur numéro 2, le tout sans arrêt de service avec une perte de quelques paquets CMP, en gros 2-3 pings, ce qui est largement en dessous d'une fenêtre TCP, donc ce qui permet aux utilisateurs de ne rien voir. La machine va se déplacer, elle continue à être exécutée, il continue à travailler dessus et tout le monde est content. Exactement. Alors, la Live Migration, ça consiste en quoi? Globalement, si on prend le postulat qu'on a la machine virtuelle qui est exécutée sur un partage distant, par exemple, la Live Migration, ça va consister à transmettre la RAM, globalement, d'un hyperviseur à l'autre. On a vu, avec Hyper-V, depuis 2012, on sait supporter des machines de plus en plus grosses, donc jusqu'à 1 Tera dans l'IVM. Donc tu imagines bien que les 1 Tera, il va falloir les transporter sur le réseau. Donc on parle bien de la RAM de la machine virtuelle qui est en cours d'exécution. Exactement. Donc on a rajouté en fait un ensemble d'optimisations dans 2012 R2 pour que ces petites choses en fait, se fassent plus rapidement. La première méthode qu'on utilise, c'est la compression. Parce que tu imagines bien que si on prend l'exemple extrême des 1 Tera, quand je la bascule d'un hyperviseur à l'autre, sur ces 1 Tera, il y a quand même un petit peu de chance pour que certains espaces soient vides. Ou pour que certains espaces à l'intérieur de cette RAM soient redondants. Donc on va pouvoir en fait, sur l'hyperviseur qui émet la Live Migration, compresser le contenu de la RAM avant de la transmettre sur le câble. Ça permet d'aller déjà un petit peu plus vite. C'est la première option et c'est d'ailleurs celle qui est utilisée par défaut désormais entre deux hyperviseurs 2012 R2. Autre option qui est intéressante, c'est l'utilisation de SMB. SMB, c'est le protocole de partage de fichiers qu'on utilise tous les jours. Eh bien, on l'a fait évoluer dans 2012 pour supporter tout un ensemble de scénarios. Alors globalement, architecturalement, qu'est-ce que ça va me permettre de faire et pourquoi c'est intéressant? SMB, ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle le multi-channel. Multi-channel, c'est quoi? C'est par exemple, tu as deux cartes réseau 1 gigabit qui existent sur un serveur et deux autres cartes réseau 1 gigabit qui existent sur un autre serveur. Et en fait, tu vas faire la connexion SMB initiale entre ces serveurs et puis il va y avoir une découverte que, en fait, il y a un autre chemin réseau. Donc le serveur va lui dire, tiens, en fait, j'ai une autre carte réseau avec cette adresse IP là. Si tu veux l'utiliser, ça nous permettra de pouvoir accumuler la capacité des 2 fois 1 gigabit de bande passante. Donc on aura un truc intéressant, ce qui est l'accumulation des 2 fois 1 giga, mais aussi Tolérance de panne. Exactement. En fait, on a une sorte de multipass IO en fait, mais sur du réseau SMB. Exactement. D'accord. Donc ça c'est le premier avantage de SMB en multichannel. Tu vois, j'ai pris l'exemple de 1 gigabit, mais tu peux prendre l'exemple des cartes réseau 10 gigabits qui sont assez courantes sur nos serveurs à l'heure actuelle. Tu vas pouvoir accumuler ces capacités-là également. On pourrait bien imaginer prendre des cartes très haut de gamme, de l'InfiniBand par exemple, qui est à 56 gigabits. Et se dire, on va faire la même chose, que ces cartes-là sont prévues pour du SMB notamment. Alors, j'ai effectivement mieux en stock. C'est-à-dire que tu as le multichannel, c'est plutôt pour ces cartes basiques là, et puis sur des très grosses cartes avec une grosse bande passante et une très faible latence, comme tu le mentionnais, on va pouvoir aussi utiliser RDMA. RDMA, c'est aussi appelé SMB direct. L'idée, c'est de vraiment éviter une réencapsulation protocolaire au niveau SMB, et puis de échanger directement, de faire directement du DMA, donc de faire directement de l'échange de mémoire kernel, de mémoire utilisable entre le premier hyperviseur et celui qui est à destination. En gros, on va gagner sur le transfert toute cette encapsulation protocolaire qui est effectivement la donnée même, le paquet SMB, le paquet TCP au-dessus et le paquet IP. Et du coup, on va directement en fait, envoyer des buffers d'un hyperviseur à l'autre. Alors, tu as raison, il y a cet aspect-là qui est intéressant, la partie encapsulation qui est un peu plus efficace. Et aussi et surtout, tu gagnes en fait en temps d'encapsulation et décapsulation et de gestion de buffers. Parce que tu connais, quand on passe les différentes encapsulations à l'intérieur de la stack, il faut qu'on gère des buffers au niveau SMB, gérer des buffers au niveau TCP. Donc gérer en fait tout ça et ces différentes structures. Ça prend du cycle CPU sur l'émetteur et sur le récepteur. Donc là, l'idée, c'est qu'on a ces cartes très faible latence, très forte bande passante, on en profite et puis on passe en mode comme on dit, full patate. D'accord. Donc du coup, concrètement, la compression va permettre de réduire le temps, effectivement, parce que si on compresse, on a moins de choses à envoyer, donc par définition, mécaniquement, la live migration va être plus rapide. Alors, le bon côté, c'est qu'on n'a pas besoin de matériel spécifique pour faire la compression. À partir du moment où on a deux hyperviseurs en R2, et bien nativement, en fait, c'est supporté la compression, d'ailleurs, c'est ce qui est activé par défaut. Et puis, effectivement, si on a des réseaux, on va dire haut débit, sur lequel on veut faire des grosses live migration, parce que tu as parlé d'une VM, on peut accumuler en simultané
plusieurs VM en live migration, Absolument. on peut s'appuyer effectivement sur ces fameuses cartes SMB direct, un peu l'achat plaisir, et en plus, effectivement, en période de fête, c'est le bon moment. L'intérêt également, c'est que si on en met plusieurs comme ça, eh bien, on va supporter également le SMB multichannel. Donc par exemple 2 fois 56 gigabits, là on commence à avoir de la grosse bande passante entre plusieurs hyperviseurs, d'où un déplacement plutôt bien. Et exactement, alors entre ces deux choix finalement, compression ou SMB direct, quel est mon arbre de décision en fait? Il est simple. Ouais. Eh bien, si on a moins de 10 gigabits, en gros, on utilise la compression, c'est-à-dire ce qui est fourni par défaut dans le système. Si on est au-delà de 10 gigabits, c'est-à-dire si on commence à passer sur du iWarp, InfiniBand ou autre, eh bien, dans ce cas-là, on va passer en SMB ou SMB direct, en fait, si on a des cartes qui vont faire du RDMA ou pas. Bon, pour une fois qu'une décision est simple. Voilà. Alors, on peut peut-être rejeter un petit coup d'œil justement à cette interface, à cette configuration de Live Migration. Donc Arnaud, nous allons faire une petite démonstration de Live Migration. Alors j'ai rajouté un petit complément à celle-ci. Donc tu sais que tu nous l'as dit tout à l'heure, Live Migration permet de déplacer la RAM d'un hyperviseur vers l'autre, pour peu que les machines virtuelles soient stockées dans un espace partagé, un partage de fichiers SMB3, ou alors un SAN dans le cas d'un cluster. Il y a un troisième cas qui existe, qui peut intéresser on va dire les petites et moyennes structures. C'est le cas en fait où il n'y a pas de stockage partagé et on a simplement 2 hyperviseurs côte à côte dans un même domaine avec sur l'hyperviseur numéro 1 la machine virtuelle numéro 1 qui tourne, qui est stockée localement sur le disque de l'hyperviseur numéro 1 et on veut pouvoir la déplacer à chaud vers le deuxième hyperviseur et qu'à la fin elle se retrouve stockée en fait sur le deuxième hyperviseur. Dans ces cas-là, on va faire ce qu'on appelle un live migration share nothing, c'est-à-dire un live migration qui va combiner également un storage migration, c'est-à-dire le déplacement à chaud du stockage d'un endroit A vers un endroit B. Eh bien c'est parti. Donc, ici, nous sommes sur l'hyperviseur STAN numéro 1. On a une machine virtuelle ici qui est en train de tourner. On peut regarder ses propriétés. Donc là, elle n'a pas beaucoup de RAM. Elle a une mémoire dynamique et elle consomme actuellement 1 giga de mémoire, ce qui est pas énorme. Si on regarde ses propriétés également, on voit qu'elle est stockée au niveau du disque dur sur ces 2 points VM. Et puis après, j'ai un chemin. D'accord ? On va déplacer cette machine virtuelle via l'assistant ici. Move déplacer. Alors on peut faire le tout en PowerShell avec la commande move-vm. Donc on va choisir ici dans les options de déplacer la machine virtuelle. On me demande ici le nom de l'hyperviseur de destination. Donc ici l'hyperviseur s'appelle HyperStan 2. Là j'ai plusieurs options. Déplacer la machine virtuelle avec tous ces fichiers dans un même endroit, même emplacement. Ou alors ventiler ces différents emplacements, dire par exemple je veux les snapshots dans tel répertoire et je veux les fichiers de configuration ailleurs et les VHD ailleurs. Dernier cas, le Move Only de Virtual Machine ne sera utilisé que lorsque les machines virtuelles et leurs fichiers sont stockés en fait sur un espace partagé, le SAN ou le partage de fichiers. Je vais prendre la première option. Ici je vais choisir sur l'ordinateur de destination le répertoire dans lequel vont être stockés l'ensemble de ces fichiers. Donc on va aller sur C2.VM. Je l'avais déjà créé ici. Voilà. Donc on me dit que la taille de cette VM il est de 13 Go. Il y a des boîtes. Petit résumé de la configuration. Je vais déplacer la machine virtuelle Intel en faisant ici un double déplacement, c'est-à-dire la machine virtuelle et son stockage. Donc on va faire 2 choses. On va dupliquer la RAM vers le deuxième hyperviseur et on va venir dupliquer également le disque. Le tout avec la compression parce que c'est le mode par défaut. Allez, c'est parti. Petite barre de progression. Classique, l'algorithme classique à la Microsoft. C'est-à-dire qu'elle ne bouge pas beaucoup au départ et qu'après elle va avancer. Et quand elle a fini, elle marque fini. C'est ça ? Voilà, tout à fait. On a un brevet dessus. On a un brevet, attention. L'explication technique derrière. En fait, quand on va envoyer une machine virtuelle en train d'être exécutée sur notre hyperviseur, l'hyperviseur de source va quand même vérifier que la destination est capable de recevoir la machine virtuelle. C'est-à-dire qu'il est capable de le recevoir en termes de compatibilité processeur. Qu'on n'ait pas par exemple une machine avec 32 cœurs vCPU alors que l'hyperviseur en face n'est pas capable de les recevoir. Qu'on n'ait pas de l'AMD d'un côté et de l'Intel de l'autre. L'hyperviseur source également vérifie que l'hyperviseur de destination a assez de RAM pour recevoir la machine virtuelle. Et dernier point, on va vérifier qu'il y a bien assez de stockage pour stocker les fichiers VHD et que le réseau est bien configuré de la même façon, les switches virtuels. Ouais. Donc tous ces petits tests en fait, expliquent qu'effectivement la barre de progression avance pas trop au départ, qu'après elle avance de manière toute douce. Si on regarde les propriétés, le trafic réseau sur les cartes, on va s'apercevoir d'une chose assez intéressante. On regarde ces 2 cartes-là.
Donc j'ai plusieurs interfaces réseau configurées sur cette machine. Ouais. Et là on voit qu'en fait on a deux cartes qui sont en train d'envoyer en parallèle entre 300 et 500 mégabits par seconde de données. On est exactement dans l'exemple ici du multiplexing en fait de SMB. Alors attends, je comprends pas parce que tu me disais qu'on faisait justement de la compression tout à l'heure. Oui. Alors en fait, comme je te l'ai dit, dans cette Live Migration Share Nothing, on fait deux choses. On duplique la RAM. Donc ça, on la duplique effectivement en mode compression. Donc on est sur le canal standard qui est le TCP 6600. Donc ça, c'est le canal TCP utilisé nativement pour la Live Migration, en compression et non compression. Ouais. Donc là, effectivement, si on regardait avec un analyseur de réseau, on verrait des paquets TCP 6600 qui serait la RAM qui est dupliquée sur notre hyperviseur. Mais comme je fais également ici dans cet exemple du storage migration, c'est-à-dire que je déplace mes fichiers de l'hyperviseur numéro 1 vers le numéro 2, là je passe par le protocole standard de copie de fichiers qui est SMB, et donc je fais du SMB3. Donc ce qu'on voit ici en multiplexing, c'est non pas la duplication de la RAM, mais la duplication en fait, la copie en fait des fichiers VHD en fait d'un hyperviseur à l'autre, et là on passe effectivement par SMB, et quand SMB voit plusieurs cartes réseau, il fait du multiplexing. Sans configuration nécessaire en plus. Non, la seule chose c'est effectivement d'avoir juste des adresses IP qui sont compatibles au niveau des différentes cartes réseau, c'est tout. C'est plutôt la beauté de la chose en fait finalement. Donc effectivement, j'aurais pu venir configurer dans mon hyperviseur, en venant ici dans les Hyper-V settings, j'aurais pu venir au niveau de la Live Migration, et dans les options avancées, j'aurais pu dire utilise le SMB, et puis on aurait pu prendre le SMB pour l'ensemble des communications, ce qui aurait été peut-être plus performant d'ailleurs, parce que du coup on aurait profité du double canal, mais comme je l'ai dit, l'algorithme, la répartition entre guillemets de choix, compression versus SMB, on s'aperçoit qu'inférieur à 10 gigabits, c'est pas vraiment nécessaire de passer par du SMB, la compression va parfaitement. Eh bien, ça me paraît tout à fait intéressant, tout ça. Vivement la migration donc vers 2012 R2. Ben oui, tout à fait. Merci Stanislas. Merci Arnaud.